Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, il y a un citoyen dans Rosemont-Petite-Patrie qui avait construit un igloo au parc Monsun. Magnifique igloo. Bien, la recommandation de nos services a été immédiate. Détruisons l'igloo, tout d'un coup, qui s'effondrait sur un enfant. Non, mais quel bel hiver, hein? Des trottoirs faits en glace, des rues en neige, des lacs en slush, des conditions parfaites pour rester chez nous ou avoir peur de se péter une hanche. Maintenant, comment on fait pour faire de Montréal une ville sécuritaire ou même juste agréable? J'en discute avec Olivier Legault, conseiller aménagement et urbanisme chez Vivre en Ville, et François-William Croteau, maire de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Olivier, les organismes Vivre en Ville et La Pépinière viennent de créer le laboratoire de l'hiver. Votre objectif, c'est de nous permettre de se réapproprier cette saison-là. Cool! Concrètement, vous allez faire comment? Il y a 3 objectifs principaux là-dedans. C'est finalement réinventer la manière dont on joue dehors pendant l'hiver en ville. Il y a tout ce qui est finalement maîtriser l'art du microclimat et la science. On voit à Toronto, ils commencent de plus en plus à modéliser les microclimats dans les espaces publics, puis finalement la forme du cadre bâti qui va l'entourer, puis l'orientation qu'on va donner aux axes de nos espaces publics vont faire en sorte qu'on peut étendre la saison estivale. Donc, en créant ces microclimats-là, d'une part, on peut augmenter le nombre de jours dans cette année où la température perçue est au-delà de 10 degrés. Puis de l'autre part, juste créer ce petit cocon-là où on va être confortable, puis qu'un beau jour de février, on pourrait sortir, aller prendre notre soleil. On dirait de la science-fiction. Ça se fait, tu sais. Puis après ça, il y a tout l'aspect, bien entendu, de l'entretien hivernal, où je pense que la Ville de Montréal a fait des beaux tests. On pense au croque-glace, on pense à l'introduction des balais rotatifs sur les pistes cyclables. C'est des tests qui ont été faits dans les dernières années, puis qui semblent porter de super bons résultats. François, en théorie, là, ça fait plus de 375 ans que Montréal connaît l'hiver. On commence à peine à se pencher sur notre bonheur nordique. Pourquoi ça nous prend tant de temps pour innover? En fait, on innove. Pour certaines personnes, mieux vivre avec l'hiver, c'est faire semblant qu'elle n'existe pas et la faire disparaître de notre vie. Et donc, il y a une question de résilience aussi dans ça. Comment on modifie notre mode de vie au quotidien avec ce qui nous tombe dessus, parce que c'est impossible que ce soit identique. Puis à quel point on augmente nos exigences ou on augmente même nos attentes en termes d'élimination de la neige et de la glace pour faire semblant que l'hiver n'existe pas. Oui. Parce que ça a un impact. Ça a un impact sur le coût, ça a un impact sur nos infrastructures, parce que c'est de la machinerie lourde qu'on envoie sur le domaine public. Et chaque hiver, on enlève 3 mm d'asphalte en déneigeant. Puis on arrache les bouts de trottoir, on abîme les arbres, on abîme les bancs de parc. Bref, à la fin de l'hiver, il faut tout payer ce qu'on a abîmé. Donc, il y a l'aspect sécuritaire. Vous avez mentionné pour les déplacements à vélo, les piétons, c'est super important. Il faut que tout le monde puisse être capable de se déplacer. Mais à quel niveau ce déplacement doit être à la seconde près de même niveau que l'été? Je comprends, puis je comprends aussi qu'après une tempête, la ville peut pas être la même qu'elle l'était avant les précipitations, mais il y a quand même des questions de sécurité qui reviennent année après année. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec nos trottoirs? Ils sont glacés, puis au bout, il y a une mare de slush. Là, on entend, on pourrait les faire chauffants, on pourrait revoir l'angle. On en parle année après année, mais théoriquement, il se passe pas grand-chose. Bien, en fait, c'est des questions physiques. Ouais. Des questions d'aménagement. Vous avez un bateau pavé qui est fait pour les descentes, les poussettes, les personnes à mobilité réduite, etc. Puis vous avez un angle de rue qui amène l'eau vers les puisards. S'il y a un lac, c'est parce que l'accès aux puisards est bloqué, soit par des andins de neige, de glace, qui font en sorte que l'eau ne peut pas s'écouler correctement. Le trottoir est pris entre le terrain de la résidence puis le banc de neige sur le bord de la rue. Ce qui fait que s'il y a un gel-dégel, bien, l'eau est coincée entre les deux puis elle ne peut pas s'écouler. Donc, on ne peut pas déblayer de l'eau. Non. Puis on ne peut pas mettre de sel lorsqu'il y a un gel-dégel. Donc, inévitablement, lorsqu'il y a un refroidissement après un redout, c'est sûr que ça va se transformer en glace. Donc, il n'existe aucun moyen d'altérer cette situation-là. Déboucher les puisards. Et c'est pas le seul moyen. Non, mais il y en a d'autres. Pourquoi Vous l'avez dit, c'est une question de géométrie urbaine, finalement. Tout à fait. Donc ça, c'est une méthode. On parle de drainage central. C'est une rue où, finalement, les drains, à place d'être sur les côtés, Oui. va être au centre de la rue, ce qui fait que la rue va avoir un angle comme ça, à place
Donc, ça, il faut refaire tous les Tout à égouts. fait. Ben, c'est très bien en théorie, mais en pratique, ça a un coût. Oui, puis est-ce Et- que Montréal a l'argent nécessaire Non. pour devenir une ville sécuritaire? Juste Rosemont à Petite-Patrie, il y a 400 km de trottoirs, 200 km de rues. Chaque intersection, si on les modifiait comme ça, honnêtement, dans 20 ans, on n'y arrive pas. C'est impossible. Donc, en attendant, il faut avoir des moyens puis des techniques qu'on doit faire avec. Juste un puiseur à déplacer, c'est 25 000 plus la modification du trottoir, la traverse de rue, on parle d'un autre 25 à 30 000 Là, vous avez une intersection qui vient de vous coûter à peu près 50 000 multiplié par... Donc, refaire une infrastructure qui était mal conçue à la base demande beaucoup de temps, mais en attendant, il faut trouver d'autres moyens. Puis oui, corriger nos pratiques au fur et à mesure qu'on refait des rues. Mais demain matin, on ne peut pas tout changer ça. Mais ça s'intègre quand même dans un plan d'adaptation au changement climatique. Tout à fait. On va avoir de plus en plus de slush, puis à un moment donné, va falloir oser investir dans des mesures comme ça. Puis on peut miser sur maximiser l'efficacité en disant, bon, c'est quoi les déplacements les plus utilisés pendant l'hiver, puis déterminer c'est quoi le réseau de proximité, là, c'est où ça se passe en hiver, puis après ça, prioriser finalement les lieux où on intervient. Tu sais, il y a moyen de dire, OK, on va pas... c'est pas la totalité de notre ville qui va être bien adaptée à l'hiver, mais au moins, on a un réseau de quartiers où ça se passe, où on va planter plus de conifères, mettre des lumières, on va avoir des petites places publiques où là, on investit dans réinventer le jeu d'hiver. Tu sais, c'est pas juste la sécurité. Si on veut changer la culture de l'hiver, il faut que les gens aient du plaisir à aller dehors. Tout à fait d'accord. Donc, il faut miser aussi sur les loisirs hivernaux, sur les événements. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer un Montréal où être heureux l'hiver serait une priorité politique? Bien, en fait, comme je disais, il faut savoir c'est quoi la priorité de la population. Puis il y a une discussion collective à avoir sur notre relation avec l'hiver. Parce que lorsqu'on va à l'extérieur de Montréal, en région, avoir une rue enneigée, puis la neige souffler sur le terrain, c'est la norme. Oui. Tu vois jamais l'asphalte. Tu vis avec l'hiver de façon différente. Quand on arrive à Montréal, c'est comme s'il y avait une relation très conflictuelle avec la neige. Ici, il faut la faire disparaître. On met du sel, puis ça a un impact environnemental important. Ça amène de l'eau vers le puisard. On crée nous-mêmes certains problèmes. Mais je pense qu'il y a globalement une discussion nécessaire qu'on doit avoir collectivement sur notre relation avec l'hiver. C'est quoi nos priorités? Parce que combien d'argent on est prêt à investir publiquement C'est une bonne pour question. 3 mois? Puis ça veut dire que lorsqu'on met autant d'argent là, il n'y en a pas d'autre pour le reste. Donc, on ne peut pas tout faire. Puis si on décide de tout faire, bien, ça a un coût, ça s'appelle les taxes. Parlons dans ce cas-là de la façon dont on vit avec l'hiver. Premièrement, on peut rappeler que la fête des neiges a momentanément été annulée cette année à cause d'une tempête de neige, ce qui est un doux paradoxe à souligner. Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec nos parcs pour vivre ensemble sous la neige? Première chose, je trouve que c'est un exemple frappant. Tu sais, tous les modules qu'on installe, des fois, c'est des gros insectes fluo. Là. Oui, pour les enfants, là, dans les parcs. Ça, théoriquement, s'il y a un accident qui arrive, la ville ne va pas se faire assurer. Donc, notre manière de jouer dans les parcs, elle n'est pas adaptée à l'hiver. Puis pourtant, on investit des centaines de milliers de dollars pour chaque module qu'on installe dans nos parcs. Là. Il y a une réflexion à avoir là. Donc, il faut changer la commande. Finalement, la ville, quand elle fait un appel d'offres, il faut que ça soit intégré. Donc, c'est toute une culture, une approche de l'aménagement de nos parcs qui est à évoluer. Des parcs où il n'y a pas de patinoire, là, il se passe rien. Là. Absolument. Pourtant, c'est là qu'il y a de la belle neige. C'est là qu'on a de la place pour profiter de l'hiver. Mais au-delà des modules qui ne sont pas adaptés, il y a aussi toute la gestion du risque. Puis souvent, le problème, il est surtout là. C'est-à-dire que les instances publiques gèrent à risque zéro. Oui. Il faut qu'il n'y ait aucun risque d'accident tout d'un coup qu'un parent ou une personne nous poursuivait parce qu'un aménagement a causé sa blessure. Donc, ce qui fait que systématiquement, les fonctionnaires vont émettre des recommandations aux élus en disant, bien, moi, si j'étais vous, je ne ferais pas ça parce qu'il y a un risque de poursuite si jamais quelqu'un se blessait. Donc, là, tout le monde a peur, puis il n'y a personne qui agit. Je pense qu'on doit aussi se dire jusqu'à quel point on est prêt à vivre avec des risques. Est-ce qu'on peut réintroduire le risque dans notre vie pour laisser un peu de marge de manœuvre? Laissons nos enfants expérimenter et prendre des risques. Parce que s'il n'y a pas de risque dans la vie, bien, on est surprotégé puis on fait de mauvais citoyens à terme. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, il y a un citoyen dans Rosemont-Petite-Patrie qui avait construit un igloo au parc Monson. Magnifique igloo. Bien, la recommandation de nos services a été immédiate. Détruisons l'igloo, tout d'un coup, qui s'effondrait sur un enfant. Oui. Moi, ma réaction, c'est de dire, bien, ça se peut que les parents soient assez intelligents pour surveiller leur enfant qui joue dedans. Puis s'il fait très froid, ça se peut fort bien que l'igloo ne s'effondre pas. Oui. Donc, s'il y a un redout,
soit assurons-nous qu'il soit sécuritaire. Et puis là, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des panneaux à côté de l'igloo en disant, bien, oui, laissez vos enfants, mais s'il vous plaît, au moins avec une supervision parentale. Mais je pense qu'en permettant cette réappropriation, bien, peut-être que justement, on va se réapproprier nos espaces l'hiver, puis on va improviser des glissades, on va jouer différemment. Parce que pour l'instant, tout est aseptisé en fonction d'une gestion de risque zéro. Mais parlons de l'isolement. L'hiver, ça amène la solitude chez beaucoup de personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite qui peuvent simplement pas se déplacer dans les rues actuellement. Comment on peut contrer cette solitude-là qui est inhérente à la saison? C'est un gros défi parce que le plus gros facteur d'isolement des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, c'est leur capacité à se déplacer. Donc, il peut y avoir un lieu intérieur ou même un lieu extérieur adapté. Le problème, c'est entre le départ et l'arrivée. Il faut penser à une logique de réseau, Exactement. de proximité hivernale. Tout à fait. Hey, un projet pilote d'arrosement, ça ne tente pas? Toujours. Mais tu sais, en fait, il va falloir réfléchir même sur la manière dont on permet le déplacement. Je vous donne un exemple. Votre trottoir du côté est, où le sel fait plus d'effet parce qu'il est plein soleil, va toujours être plus rapidement sur le béton. La même chose que le trottoir du côté nord. Donc, peut-être que, justement, notre réseau de mobilité devrait aussi tenir compte des facteurs environnementaux, c'est-à-dire que fabriquer ou conscientiser les personnes à dire, bien, lorsque vous avez à vous déplacer, bien, on va le faire pour maximiser vos déplacements d'un côté plutôt que l'autre. Donc, il y a toute cette façon de travailler. Ça rentrait dans la catégorie bien reconnaître ces microclimats. Pour terminer, de quelle ville vous pourriez vous inspirer si vous deviez créer là, le Montréal nordique de vos rêves? Eh, mon Dieu, c'est difficile. Parce que Montréal est la deuxième ville en importance au monde où il y a le plus de précipitations après Moscou. Mais... Sapporo. Et Sapporo. Troisième. Donc, mais on n'a pas les mêmes changements climatiques. Souvent, les gens vont mentionner certaines villes scandinaves, mais on ne peut pas se comparer. Ils n'ont pas le même nombre d'intempéries, puis ils n'ont pas de froid aussi intense que nous. Puis on ne peut pas se comparer à Québec ni Toronto non plus, parce que c'est deux climats complètement différents. Moi, je pense qu'on doit s'approprier notre ville en fonction de nos besoins montréalais. Mais mettons, Québec, il y a certains abris d'autobus chauffants. Nous, on a eu quoi, à peu près 17 redoux cet hiver? Bien, Québec, il n'y en a pas eu. Pendant que nous, il pleut, eux, il neige. Ouais. Notre adaptation doit être différente. C'est pas nécessairement le froid, le problème, c'est les changements de température brusques qui causent des problèmes de sécurité et dans nos déplacements. Ouais. Puis, mettons, Edmonton, qui a revu son trajet d'autobus, question qu'il y ait plus d'arrêts proches de lieux publics où on peut se réfugier à l'intérieur. Ben, pourquoi pas? Oui. Ben ça, je suis complètement d'accord avec M. Croteau. On doit développer notre propre modèle. Oui. Mais c'est intéressant de s'inspirer d'Edmonton pour toute la planification stratégique qu'ils ont fait en mettant l'hiver au centre de cette planification-là. Il y a plein d'inspirations, malgré tout, qu'on peut aller chercher ici et là. Mais ça reste que nous, à Montréal, on a un hiver mouillé. On a un hiver qui est slotcheux, qu'il faut pas l'oublier. Il tombe 20 cm de neige en moyenne au mois d'avril. Puis c'est bien choquant, cette statistique-là. Puis il y a plein de petits fine-tuning qu'on peut faire à travers tout ça, dans la manière qu'on fait nos trottoirs, qu'on pense nos quartiers pour l'hiver. On a plein de designers puis de gens qui sont juste assez foufous pour trouver des manières de jouer dehors dans slush, à la limite. Là, est-ce que ça se peut? Ça pique ma curiosité. J'espère que le laboratoire de l'hiver va se pencher là-dessus rapidement. Et j'espère pouvoir sauter dans la slush dans Rosemont d'ici 5 ans. Les enfants le font intuitivement quand ils reviennent. C'est moins un problème. Merci. Il faut garder son cœur d'enfant. Parfait, c'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup, François-William Croteau. Merci beaucoup, Olivier Legault. Je nous souhaite un printemps.